Donc, effectivement, je suis venue de Montréal expressément en réponse à l'invitation de Julie. Elle me disait que c'était une conférence qui avait été planifiée il y a déjà un certain temps et qui était attendue depuis ce temps-là. Donc, je suis très heureuse de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Pour me mettre dans le contexte, j'aimerais savoir qui d'entre vous a un diagnostic d'arthrose? OK. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez aussi un diagnostic d'une forme d'arthrite inflammatoire? Donc, on peut parler polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite peut-être? Ah, oui. Donc, celle-là est moins fréquente. OK. Donc, aujourd'hui, le but de la rencontre, c'est vraiment d'en apprendre davantage sur ce que c'est l'arthrite, les différentes formes. On va parler des deux principales, celles que je viens de mentionner, l'arthrite inflammatoire et l'arthrose. On va parler aussi de comment il est possible de gérer les différents aspects de cette maladie-là. Et c'est sûr que je vais garder quelques instants à la fin pour vous parler de la Société de l'arthrite. Donc, quand on parle de faits et statistiques, on voit qu'il y a plus de 100 formes d'arthrite qui sont répertoriées présentement. Donc, quand on parle d'arthrite, c'est un terme parapluie. Ça définit l'arthrose et les nombreuses formes d'arthrite inflammatoire qui sont connues. C'est une des maladies les plus fréquentes au Canada. Ça touche présentement un Canadien sur 6 et on sait que d'ici à peu près 25 ans, ça va toucher un Québécois ou un Canadien sur 5. Donc 20% de la population va être atteinte. C'est la première cause d'invalidité prolongée quand on est en âge de travailler et par la suite. Et ce qui est le plus difficile dans cette maladie-là, c'est qu'il n'existe pas de guérison. Quand on reçoit un diagnostic, on sait que ça devient un ami pour la vie. Pas toujours évident, mais bon. Donc, le mot arthrite, en soi, ça signifie l'inflammation d'une articulation. Et ceux qui en sont atteints vont reconnaître les symptômes qui sont décrits là. On parle de douleur, de raideur, d'enflure, de difficulté à bouger. Et éventuellement, quand la maladie prend un tournant plus sévère, on parle aussi de lésions qui sont irréversibles. Deux grandes catégories, l'arthrose, l'arthrite inflammatoire. L'arthrose, c'est une dégénérescence du cartilage qui est principalement impliquée dans cette maladie-là. Ça touche une personne sur 10 et ce qui est particulier, c'est que l'évolution de cette maladie-là, habituellement, est lente et peut se faire sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Quand on parle de douleur d'arthrose qui s'installe suite à un accident ou un accident ou une blessure, l'arthrose va se manifester beaucoup plus rapidement dans ce temps-là. Dans un cas comme dans l'autre, la maladie s'installe, on ne la sent pas trop au début. À un moment donné, on commence à avoir des douleurs et habituellement, plus la maladie avance, plus les douleurs s'accentuent. On reconnaît l'arthrose, on a surtout de la douleur au matin. On se sent raide et plus la journée avance, plus la douleur est susceptible d'augmenter. Ce qui va aider, évidemment, c'est prendre des périodes de repos. Et c'est ça, excusez. Donc, on parle de possible quand quelqu'un a bien, on recommence. Quand quelqu'un fait une poussée d'arthrose,
les manifestations sont plus sévères à ce moment-là. Donc, on parle d'inflammation, on parle d'intensification de la douleur, on parle de raideur accrue. Ce n'est pas le cas tout le temps, mais c'est aussi un phénomène qui est particulier à cette période-là. Ce qui est la conséquence normale de l'arthrose, c'est effectivement que, à cause de la douleur et à cause pas de l'inflammation, mais de la dégénérescence qui peut arriver au niveau du cartilage, on perd de plus en plus de mobilité. On perd de plus en plus d'amplitude de mouvement. Et c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient difficile de faire nos gestes quotidiens. Et même ceux qui sont au travail, ça peut aussi avoir un impact sur comment ils sont en mesure de travailler. Éventuellement, comme je vous disais tantôt, c'est une maladie qui évolue. Au début, elle n'est pas toujours visible pour le médecin, mais elle devient à un moment donné visible au niveau des radiographies et c'est à partir de ce moment-là que le médecin va être capable de traiter de façon très précise ce qu'on a comme problématique. Je vous ai apporté des illustrations qui peuvent expliquer en quoi ça consiste. Dans la photo de gauche, on voit une articulation normale, donc une articulation qui est saine. La photo du milieu illustre comment l'espace entre les os rétrécit et on voit que éventuellement le cartilage commence à s'user et on retrouve des parcelles de ça dans le liquide synovial. Quand l'arthrose atteint un niveau beaucoup plus sévère, ce qu'on voit, c'est que les os frottent un contre l'autre et c'est ce qui entraîne la douleur. Et on le sait, là, tu sais, des fois, on marche puis on entend comme un cric, crac, croc quand on marche. C'est le cartilage et éventuellement les os qui s'effritent. Et quand on atteint c'est-à-dire le stade de la photo de droite, c'est sûr qu'il y a des difficultés majeures à ce moment-là que la personne va éprouver. L'arthrite inflammatoire. La différence avec l'arthrose, c'est que l'arthrose, c'est mécanique. C'est une dégénérescence du cartilage et des os. L'arthrite inflammatoire, elle, elle est causée du fait que le système immunitaire se dérègle. C'est une maladie auto-immune. Et le système immunitaire, qui est supposé protéger l'organisme, en fait, se met à attaquer les articulations et les tissus qui sont sains. Ça cause de l'inflammation. Comme vous pouvez voir, ça touche différentes articulations, des mâchoires jusqu'aux orteils. L'inconvénient de l'arthrite inflammatoire, c'est qu'elle ne touchera pas que les articulations. Elle va s'attaquer aux organes, elle va s'attaquer aux tissus. Et il n'est pas rare d'entendre parler, par exemple, que quelqu'un va, je pense à la spondylarthrite, par exemple, on entend souvent parler que les gens ont des problèmes cœliaques. La maladie cœliaque est souvent présente. La maladie de Crohn accompagne souvent cette maladie-là. Les gens vont faire des uvéites, des infections dans les yeux. C'est une... quand on parle de la grande famille de l'arthrite inflammatoire, ce qui la caractérise aussi, c'est que comme le système immunitaire est touché, les gens vont ressentir une très grande fatigue. C'est d'ailleurs un des signes avant-coureurs grâce auquel on va être capable de reconnaître la maladie. L'organisme entier, c'est ça, est touché. Et c'est sûr que dans la cohorte d'effets secondaires, on parle de raideur, on parle de douleur, on parle d'enflure, on parle d'inflammation, on parle de chaleur aussi dans les articulations en période d'inflammation. Et
la conséquence de ça est également, là aussi, la réduction du mouvement, la réduction de l'amplitude. Et ça touche aussi la façon dont on vient en mesure de faire nos activités de tous les jours. Une autre illustration. Il n'y a rien comme une image, c'est pareil que ça vaut 1000 mots. L'articulation à gauche, normale. L'articulation qui est touchée par la polyarthrite rhumatoïde dans l'image de droite, on remarque effectivement qu'il y a une augmentation de la quantité de liquide synovial, que la membrane synoviale est épaissie et enflammée. Et ça provoque la douleur, ça provoque un affaiblissement de l'articulation. Et si ce n'est pas traité rapidement, ça peut éventuellement causer des déformations. Vous reconnaissez un peu ce qu'on vient de dire? Ça vous dit quelque chose? Parfait. Les causes de l'arthrite. Qu'on parle d'arthrite inflammatoire ou d'arthrose, ça se ressemble sans tout à fait se ressembler. Quand on parle d'arthrose, on va commencer par l'arthrose secondaire. Celle-là est plus facile à identifier pour un médecin. Elle est conséquente à une blessure qui a été occasionnée dans le passé et ça devient hétéropropice, effectivement, pour que l'arthrose s'y développe éventuellement. C'est une cause facile à identifier. L'arthrose primaire, elle, il n'y a pas de raison apparente. Ce n'est pas une maladie héréditaire, mais on est à même de constater qu'il y a une prédisposition héréditaire. Donc, ma mère l'avait, je ne l'aurais pas nécessairement, mais probablement que j'ai entendu parler de quelqu'un dans la famille, oncle, tante, cousin, qui en avait également. La maladie va se développer vers la quarantaine ou la cinquantaine, habituellement. Et ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où les manifestations apparaissent, la maladie a déjà suivi son évolution pour en arriver à cette étape-là. L'arthrite inflammatoire, de son côté, c'est une maladie du système immunitaire. Donc, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, la souris. La souris n'est pas là. La voilà. Bon. L'arthrite inflammatoire, encore là, il y a une prédisposition héréditaire. Ce n'est pas transmis de génération à génération. Ce qu'on décèle, par exemple, présentement, c'est qu'il y a une prédisposition qui est déjà présente chez l'individu. C'est un facteur génétique. Et ce facteur génétique-là, je m'excuse, est toujours déclenché par quelque chose qui est environnemental. On peut parler d'infection, on peut parler en spondylarthrite encore, je vous en parle de celle-là parce qu'on a une collègue. Sa maladie, elle, s'est déclarée après son accouchement. Donc, il y a toujours un facteur extérieur. Ça peut être un traumatisme, une infection virale, quelque chose qui a marqué le corps et qui va permettre au gène qui est présent de se déclarer, de se manifester. Les facteurs de risque. Quand on parle d'arthrite inflammatoire, j'aime beaucoup commencer en disant un des facteurs de risque, c'est le tabagisme. Les gens réagissent. Les chercheurs ne comprennent pas encore quel est le lien direct entre les deux, entre le tabagisme et l'arthrite inflammatoire. Par contre, ils ont remarqué que le fait de fumer augmente la quantité de facteurs rhumatoïdes présents dans le sang. Donc, il y a des études qui se font là-dessus pour essayer de mieux comprendre le lien entre les deux. Encore là,
les antécédents familiaux, on ne pense pas que ça se transmette héréditairement, mais qu'il y a une prédisposition. L'âge, habituellement entre 25 et 50 ans. On a des cas d'arthrite juvénile idiopathique qui peuvent être détectés chez les enfants qui peuvent avoir moins d'1 an. C'est une maladie assez foudroyante. Ils peuvent avoir 1 an, 3 ans, 4 ans. Souvent, certains ne sont pas en âge de nommer leurs propres symptômes, donc le médecin doit aller à la recherche. Et plus âgés, ben, ils sont affectés parce que cette maladie-là les affecte de façon sournoise. Les symptômes ne sont pas toujours évidents. Une journée, l'enfant va fonctionner comme il faut. Le lendemain, il va être en fauteuil roulant, ou encore, il ne sera pas capable de monter les marches. Et encore là, pour eux, c'est un ami à vie. Ça ne frappe pas tout le monde de la même façon, mais ce qu'on constate, c'est que c'est une maladie qui peut se manifester à tout âge durant la vie. L'arthrose, c'est de l'articulation, de l'usure des articulations. C'est-à-dire, l'arthrose, c'est ça, c'est l'usure des articulations, donc assez souvent associée à l'âge. Mais par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'on prend de l'âge que nécessairement on va avoir de l'arthrose. Les antécédents familiaux comptent dans l'apparition de la maladie. Ce qui est certain aussi, c'est que comme l'excès de poids produit une pression accrue sur les articulations, ça peut devenir une cause d'arthrose, ou du moins quelque chose qui va exacerber la situation qui existe déjà. La blessure, un accident de sport, une blessure de sport ou un accident. Souvent, en arthrose, on va entendre parler de sportifs de haut niveau, des gens qui ont des carrières olympiques ou du sport professionnel, qui, dès la trentaine ou dès la quarantaine, vont être sévèrement atteints d'arthrose. Je pense à Serge Savard, par exemple, qui a eu des remplacements de genoux, dans les 2 genoux, ou ceux qui connaissent peut-être Peter de la Riva, qui était un très grand joueur de football, lui aussi se retrouve dans cette situation-là. Donc, le fait d'avoir eu une carrière sportive peut aussi mener à ce genre de détérioration-là. Et ce qu'il y a de triste, c'est que les jeunes qui débutent des carrières comme ça sont au courant que c'est un avenir possible qui les attend. Comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer? D'après vous? Ça fait mal. C'est la première chose habituellement qui devient signal déclencheur, effectivement. Dans un cas comme dans l'autre, il n'existe pas un test précis qui va dire « voilà, c'est la maladie ». Que ce soit pour l'arthrite ou pour l'arthrose, ce que le médecin va faire, c'est qu'il va d'abord consulter vos antécédents médicaux personnels. Il va questionner par rapport aux les antécédents familiaux. Il va examiner, voyons, qu'est-ce que j'ai à bégayer aujourd'hui? Examiner les articulations, donc voir physiquement ce qui est présent dans là où les articulations qui sont touchées. Souvent, le médecin va faire des prises de sang pour arriver à déterminer si le facteur rhumatoïde est présent au niveau de l'analyse sanguine. S'il n'est pas présent, habituellement, c'est une bonne indication que ce n'est pas de l'arthrite inflammatoire. S'il est présent, à ce moment-là, le médecin va orienter la poursuite de ces examens
en regardant plus du côté système immunitaire. Dans les deux cas, les radiographies sont révélatrices aussi. Pour l'arthrite inflammatoire, dépendant du type de maladie qui est soupçonné, il y a une batterie d'autres tests qui peuvent être faits aussi pour arriver à bien déterminer le type de maladie et le degré d'évolution de cette maladie-là. Quand on parle d'arthrite inflammatoire, je posais une question tantôt au début de la rencontre. L'arthrite inflammatoire, on entend souvent parler dans ce type de maladie-là d'arthrite rhumatoïde ou de polyarthrite rhumatoïde, dépendant du nombre d'articulations qui sont touchées. La spondylarthrite ankylosante, qui affecte principalement la colonne vertébrale. On parle d'arthrite juvénile, on parle d'arthrite psoriasique, de lupus, de gouttes. Et si vous voulez vous amuser, allez sur le site de la Société, vous allez voir qu'il y a à peu près une cinquantaine d'autres maladies qui sont considérées comme étant faisant partie de la famille des arthrites inflammatoires. C'est une maladie qui laisse les médecins et les chercheurs sur leur faim. 2 personnes vont recevoir un diagnostic d'arthrite rhumatoïde, par exemple. Les 2 personnes ne présenteront pas les mêmes symptômes. L'évolution de la maladie ne se fera pas de la même façon d'un individu à l'autre. Et je connais des gens, par exemple, qui, au bout de 2 ans, présentent la même sévérité de manifestation que quelqu'un dont l'évolution a été plus lente et que ça a pris 8 ans avant d'arriver au même problème. Les chercheurs ne comprennent pas encore pourquoi c'est comme ça, mais ils font beaucoup de recherches pour essayer de mieux comprendre l'évolution de la maladie et surtout pour essayer de trouver des façons d'assurer une meilleure qualité de vie aux gens qui en sont atteints. Très important d'obtenir un diagnostic dès les premiers stades. Ça permet de prévenir, de ralentir la maladie et éventuellement de retarder l'incapacité ou l'invalidité. Qu'est-ce qui va faire qu'on va vouloir parler à son médecin? Si ça fait plus de 6 semaines que vous ou quelqu'un que vous connaissez connaît les symptômes suivants: la douleur, la raideur, l'enflure occasionnelle, la difficulté à bouger une articulation, une douleur qui vous gêne dans vos gestes quotidiens, il faut en parler à son médecin, il faut consulter. Quand je regarde les gens ici, je sais qu'on est déjà rendu à l'étape passée, celle de la prévention. Par contre, l'expérience que vous avez de cette maladie-là peut vous aider à conseiller soit des enfants ou des amis ou de la famille qui peut ne pas être atteint encore et qui pourrait profiter de votre expérience puis de vos conseils aussi. Comment on fait pour vivre avec ça? Il y a une panoplie de ressources qui sont disponibles. Évidemment, il y a tout le côté médical avec les médicaments qui peuvent être prescrits. Et quand on parle de prise en charge personnelle de son état de santé, c'est-à-dire de quoi est-ce que moi, je peux être responsable pour améliorer ma qualité de vie, on parle à ce moment-là d'alimentation, d'activité physique, d'adaptation de la vie quotidienne. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer nos façons de faire ou notre environnement? Et on va parler brièvement des soins de santé et des thérapies complémentaires.
Sans rentrer en détail dans la description de ces différents médicaments-là, ce qu'on sait, c'est qu'il y en a qui sont en vente libre dans les pharmacies. Il y en a d'autres qui sont disponibles uniquement sur ordonnance de votre médecin. Il y en a qui servent uniquement à soulager la douleur. Il y en a d'autres qui servent à ralentir l'évolution de la maladie. Les deux personnes ressources indispensables à votre disposition, votre médecin, votre pharmacien. Vous pouvez leur poser des questions en tout temps et il est de leur devoir de répondre à vos questions. L'alimentation. Quel que soit, en fait, c'est même pire que ça. Santé Canada a produit des recommandations sur les saines habitudes alimentaires qui s'appliquent à tout un chacun, quel que soit son état de santé. Ça devient important de les mettre en application quand on est soi-même atteint d'une maladie chronique, comme l'arthrite. La raison en est que, de façon élémentaire, une bonne alimentation va permettre essayer de maintenir un poids santé, entre autres. Ça va aider au niveau de l'énergie et il est certain que ça va aider au niveau de comment l'organisme réagit. Quand on parle d'alimentation, il y a toutes sortes de choses qui sont circulées par rapport à différentes diètes, par rapport à différents aliments, par rapport à différentes propositions qui sont faites, du genre une diète sans gluten. Il y a des gens qui ne jurent que par ça, il y en a d'autres pour qui ça n'a pas d'effet. On a entendu parler de diète méditerranéenne, on a entendu parler des bienfaits de certains aliments ou de certaines épices. Je vous dirais que la façon la plus sûre, c'est si vous avez quelqu'un qui est spécialisé en nutrition ou en diététique autour de vous, de consulter. Ça peut vous donner une bonne indication. Il existe aussi beaucoup de livres qui sont disponibles sur le marché en librairie qui peuvent donner des indications sur des diètes anti-inflammatoires, sur une alimentation qui est proposée pour les gens qui sont atteints d'arthrite. Il y a un livre que nous, on aime bien, c'est celui pour lequel je vous ai laissé la référence, qui a été écrit par une nutritionniste conjointement avec un rhumatologue et qui explique dans un premier temps, oui, ce que vous avez là, madame, effectivement, qui explique, donc, le rhumatologue explique dans un premier temps en quoi consiste l'arthrite, l'arthrose, un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et la nutritionniste donne beaucoup d'informations sur comment on peut bien gérer son alimentation pour obtenir un résultat qui soit anti-inflammatoire. Tous ces livres-là sont intéressants. Tous ces livres-là donnent d'informations. Nous, on aime bien celui-là parce qu'il a été écrit, comme je vous dis, par une nutritionniste et par un rhumatologue. On vous l'a sans doute déjà dit, et vous le savez aussi, l'exercice. Bouger, bouger, bouger. En fait, on devrait dire l'activité physique plutôt que l'exercice. L'exercice, c'est vraiment un programme qu'on peut avoir pour améliorer un aspect précis. Faut pas que je tape. Pour améliorer un aspect précis de sa forme physique. L'activité physique, c'est tout ce que vous êtes capable de faire dans une journée qui vous permet de bouger, bouger, bouger. Ça aide à maîtriser la douleur,
ça soulage la raideur, l'énergie s'en trouve accrue et c'est sûr que la mobilité aussi est améliorée. C'est plus facile de bouger. Le secret, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Monsieur aime danser, tant mieux pour lui. Quelqu'un d'autre aime mieux faire du jardinage. Et ce qui est important, dans le fond, c'est de faire des choses qu'on aime. Ça peut être faire de la marche à tous les jours, ça peut être faire du tai chi, ça peut être de faire du yoga sur chaise. Vous y allez pour ce qui vous convient et ce qui vous plaît. Le mot d'ordre, bouger. J'ai été, il n'y a pas tellement longtemps, à une conférence sur l'agisme. Et la première question que le chercheur a posée au début de la rencontre était « Quel est, d'après vous, le pire problème que les gens peuvent avoir en prenant de l'âge? » Là, on a parlé de problèmes de santé, les deuils. En tout cas, il y avait une liste impressionnante de toutes sortes de sujets qui a été proposés. Et lui a conclu en disant tout simplement « Ce sont effectivement des problèmes importants, mais le pire, c'est la sédentarité. » Je vois que vous en avez entendu parler. Hein? Parfait. Donc, c'est l'ennemi à abattre. Quand on est atteint d'arthrite, il y a quelque chose qui est important. C'est de savoir comment préserver son énergie. Il y a la question d'équilibrer ses activités avec ses périodes de repos. Donc, les périodes de repos sont importantes parce qu'elles permettent de récupérer, effectivement. Ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a à faire. Pour arriver à préserver l'énergie, il y a des trucs qui sont simples. Bien planifier nos activités. Commencer par faire ce qui est le plus important ou ce qu'on aime le moins. Ça, c'est pas dit sur la diapositive. L'expérience, en premier. Pas hésiter à demander de l'aide. Quand on a des gens autour de nous qui peuvent nous donner un coup de main pour des choses simples ou des choses un petit peu plus compliquées, il ne faut pas se gêner. Protéger, trouver des façons de protéger nos articulations. Et pratiquer des techniques de relaxation. En fait, ce que ça revient à dire, c'est de se trouver une façon voyons, trouver une façon de pouvoir faire le plus possible, mais en se ménageant en même temps. C'est un défi. Mais c'est ce qui nous permet de finir nos journées, puis d'arriver à la fin de la journée, puis d'être satisfait qu'on ait pu faire ce qu'on est capable de faire. Puis de se dire qu'on a réussi à tout faire aussi, quand on le peut. Dans les façons de se préserver, de préserver son énergie, puis de s'aider à faire des gestes qui deviennent compliqués, il y a toutes sortes d'aides fonctionnelles qui sont disponibles. Les attelles, les ouvre-pots en caoutchouc, je suis certaine que vous en connaissez, vous, une myriade. Quand on parle d'ustensiles qui sont difficiles à un moment donné à manipuler, on peut tout simplement aller chercher du néoprène à la quincaillerie et les glisser là-dedans. Donc, ça donne une meilleure prise. On parle de plumes, par exemple. Au lieu d'avoir des petits crayons, là, mince, qu'on n'est plus capable de tenir, puis qu'au bout de 5 minutes, on n'est plus capable d'écrire, il existe des plumes et des crayons qui sont faits exprès parce qu'ils sont tout simplement plus gonflés. Ils tiennent mieux dans la main. Les crayons, on peut aller chercher tout simplement c'est comme des petits chaussons qu'on glisse sur le crayon pour avoir une meilleure prise sur le crayon. Il y a moyen d'aller chercher
toutes sortes d'outils pour nous aider au niveau du quotidien. La pince en haut, c'est pour quelqu'un qui a de la difficulté à se pencher. Donc, peut aller ramasser des articles qui sont au sol pour enfiler des boutons, pour enfiler ses souliers. C'est sûr que vient un moment donné où, quand ça devient de plus en plus difficile, on peut aussi penser à faire aménager l'environnement, faire poser une barre dans la baignoire, une barre de sécurité. Il y a des gens pour qui ça devient utile d'avoir un petit banc dans la baignoire pour pouvoir s'asseoir sans avoir à s'asseoir dans le fond de la baignoire directement. Je pense qu'il faut y aller avec ce qu'on est et là où on est rendu dans la maladie et pas hésiter de faire preuve d'imagination pour trouver des aides qui sont faciles à utiliser, mais qui nous aident énormément aussi dans le quotidien puis dans ce qu'on a à faire. Sur le site de la Société de la retraite, il y a des articles qui sont proposés justement parce qu'ils sont adaptés ou parce qu'ils sont faciles à utiliser pour des gens qui ont des difficultés au niveau des mains, par exemple. Il y a même des trucs de golf. Un gant qui est conçu pour atténuer le choc que ressent quelqu'un quand on frappe une balle de golf. Donc, les ressources sont quand même très variées. C'est quoi le café? Pardon? Ah, c'est quoi? Vous avez ça en pharmacie aussi de plus en plus souvent maintenant. Ce sont des couvercles qui sont faciles parce qu'ils ont soit des coches sur le côté assez soufflées qui permettent d'avoir une bonne emprise sur le couvercle, au lieu d'avoir des couvercles qui sont très minces, très droits, puis que quand on essaye de forcer après, ça sert absolument à rien, il n'y a rien qui bouge. L'objectif, dans le fond, c'est de trouver des choses qui sont faciles à utiliser qui font en sorte qu'on continue à avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Quand on parle de soins de la santé, il y a les soins traditionnels, donc les soins qui sont dispensés par le médecin ou en pharmacie. De plus en plus, on entend parler de thérapie complémentaire. Vous en avez une liste ici au tableau derrière moi. Je suis certaine que vous en avez tous déjà entendu parler. Je suis certaine que vous en avez tous déjà essayé. Oui, madame. La madame qui fait oui. La seule recommandation qu'on est capable de faire à la Société de la retraite, c'est, en fait, on en a deux. La première, c'est, il n'y a aucune de ces thérapies-là pour lesquelles on peut assurément dire que ça va être bénéfique pour vous. Par exemple, le sulfate de chondroïtine. Il y a des gens qui ne jurent que par ça et pour qui ça fonctionne bien. Il y en a d'autres qui vont l'avoir essayé puis pour qui ça n'aura absolument rien donné. J'ai entendu parler de glucosamine aussi. Je pense que c'est beaucoup lié aux connaissances et aux valeurs que chaque individu a. Ce qui est important dans ce temps-là, c'est essayez-le. Essayez-le pour 3-4 mois. Vous allez savoir, au bout de cette période de temps-là, si ça marche pour vous ou pas. L'autre conseil, c'est aussi de dire que si vous êtes suivi par un médecin et que vous prenez des médicaments sur ordonnance, c'est bon de lui dire que vous êtes en train d'essayer autre chose pour que lui soit au courant et qu'il puisse en tenir compte dans le traitement.
Le chaud-froid, c'est une thérapie qui est vieille comme la terre. Ça marche. La compresse chaude, surtout pour atténuer la douleur, atténuer la raideur, diminuer les spasmes quand on en a. Il faut par contre éviter de mettre une compresse chaude quand on a une articulation qui est en inflammation. En période d'inflammation, c'est à éviter. La compresse froide, elle, s'applique effectivement sur l'articulation qui est inflammée. C'est pour diminuer l'enflure, atténuer la douleur et diminuer l'afflux sanguin. Dans ce cas-là, il faut éviter, en fait, c'est une technique qui est à éviter par les gens qui ont des problèmes de circulation. Ça peut leur nuire. J'ai mis cette diapositive-là parce que souvent, quand on parle d'équipe de soins, on ne pense pas à d'autres personnes qu'aux médecins ou aux pharmaciens, alors que, dépendant du type de maladie et de l'évolution de la maladie, on peut éventuellement faire appel à l'ensemble ou à quelques-uns des professionnels de la santé qui sont proposés sur cette diapositive-là. Je connais quelqu'un qui est atteinte, bon, encore une fois, de spondylarthrite ankylosante. Elle a 32 ans. Elle est désormais incapable de travailler. Elle a déjà le statut d'invalide. Et c'est quelqu'un qui, pour pouvoir tout simplement s'occuper de sa famille, de son conjoint, de son enfant, puis être capable de minimalement faire les choses essentielles à la maison, c'est ce qui lui reste maintenant, voit, entre autres, un physiothérapeute, un ergothérapeute, pharmacien, infirmière, rhumatologue, oui, l'ophtalmologue parce qu'elle fait des uvéites. Donc, ce sont des gens avec lesquels on est susceptible de travailler, dépendant de la maladie, puis dépendant de la sévérité de la maladie. Par contre, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont là pour être à notre service. La Société de l'arthrite, on ne remplace pas ce que fait votre médecin. On ne remplace pas ce que fait le pharmacien. Par contre, on est là pour donner de l'information, fournir des programmes éducatifs, des services aux gens qui sont atteints d'arthrite. On parle de Canadiens ici, mais c'est aussi aux gens qui sont dans chacune des provinces. Quand on parle du Québec, par exemple, on a 2 événements signatures qui sont devenus annuels. On a la marche contre la douleur qui va avoir lieu le 7 juin l'année prochaine, 2015. C'est un événement qui est un événement de levée de fonds, effectivement, mais c'est aussi une occasion spéciale de réunir des gens, des individus, des familles qui sont atteints d'arthrite et de leur donner l'occasion de passer une journée familiale ou une journée de loisirs ensemble. Les gens peuvent marcher 1 kilomètre ou 5 kilomètres, mais le but, c'est surtout d'amener les gens à entrer en contact les uns avec les autres. L'année passée, on avait des gens qui venaient, bon, il y a une marche à Montréal, il y a une marche à Québec, il y en a une à Sherbrooke. Probablement que vous autres, vous êtes plus près de... Est-ce que vous êtes plus près d'Ottawa que vous êtes de Montréal ici? Ah oui? Alors, c'est certain qu'à Ottawa aussi, il y a une énorme marche qui se fait à la même date. L'événement a lieu à travers le Canada à la même date. Au Québec, on vient de faire pour la première fois une rencontre provinciale sur l'arthrite qui a eu lieu le 18 octobre. Et quand on a eu fini de compter le nombre de participants, on avait à peu près 900 personnes en tout et partout.
On avait des gens qui sont atteints, on avait des spécialistes de la santé, on avait des conférenciers, des modérateurs, des bénévoles qui nous ont donné un coup de main pour la journée. Et c'est un événement qui va maintenant devenir annuel. On ne sait pas encore tout à fait quelle sera la date et l'endroit de la prochaine édition, soit en consultant le site de la Société ou peut-être que Julie pourrait faire le relais. On va être en mesure prochainement de donner ces informations-là s'il y en a d'entre vous qui seraient intéressés à y participer en 2015. Donc, les services sont disponibles à travers le Canada. On a 3 bureaux au Québec, à Montréal, à Sherbrooke et dans la ville de Québec. Pour les gens qui aiment aller consulter un site Internet, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Donc, on peut voir les descriptions des différentes formes d'arthrite. Et on peut consulter des sections qui s'appellent « Vivre avec l'arthrite » ou des programmes éducatifs. On a des programmes en ligne. Ça, c'est une nouveauté de cette année. Le premier programme est celui qui est annoncé là. Ça s'appelle « Surmonter la fatigue ». C'est un programme en 7 modules qu'on peut faire chez soi, quand on veut et à la vitesse qu'on veut. C'est disponible sur Internet. Il y a un nouveau programme qui s'est ajouté dernièrement qui s'appelle « Les articulations au travail », qui s'adresse plus à des gens qui sont actuellement en milieu de travail, mais qui est intéressant à consulter également parce qu'on parle beaucoup de comment protéger ces articulations. Comment nous joindre? Par téléphone, par Internet, par courriel, et on est également présent sur Facebook. On a une page où ça devient un peu notre babillard parce que les informations y sont ajoutées et modifiées à tous les jours, donc c'est quelque chose qui est très interactif. La présentation est terminée. Je vous remercie de votre attention et de votre invitation. Et on pourra passer tantôt à la période de questions. Merci pour cette belle conférence à Louise Montpetit, responsable des services éducatifs à la Société de l'arthrite. 56 personnes étaient présentes sur place. Nous sommes très heureux au Centre Action Génération. Nous remercions également la télévision Basse-Lièvre, Centraide Outaouais, la Ville de Gatineau et également l'Agence de la santé et des services sociaux du Québec. Également, un grand merci à nos bénévoles pour notre collation. Il y a Mme Gisèle Allaire et également du Café Rencontre du Centre du Sourire, Mme Lise Lorrain et Sylvie Hamelin à l'accueil. Merci beaucoup, mesdames. La prochaine conférence sera le 10 décembre, même heure, même lieu, avec la lumière sur l'énergie électrique du Québec en collaboration avec Hydro-Québec. Merci à vous de participer et à la prochaine conférence. Au revoir.